L'Europe pensait que l'énergie était un problème résolu, une commodité acquise, aussi fiable que le lever du soleil. Pendant des décennies, le continent a bâti son économie sur un flux constant d'énergie abordable, un fondement qui semblait inébranlable. Mais les fondations peuvent en se fissurer. Et lorsque la crise a frappé, ce ne fut pas un simple craquement, mais un séisme. La dépendance excessive à une source unique, le gaz russe, s'est révélée être une vulnérabilité stratégique majeure. Lorsque ce robinet s'est fermé, l'illusion de sécurité s'est évaporée. L'UE s'est retroussé les manches, mais le choc a été brutal. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, atteignant des niveaux inimaginables, menaçant de paralyser des secteurs entiers. L'industrie, des aciéries allemandes aux fabricants de céramique italiens, a paniqué, confrontée à des coûts qui rendèrent la production intenable. La question n'était plus de savoir comment croître, mais comment survivre à l'hiver. Chaque capitale a commencé une quête désespérée de nouvelles sources d'approvisionnement, plus sûres et si possible, plus propres. L'Algérie a offert un répit temporaire, augmentant ses flux vers l'Espagne et l'Italie. Mais ce modèle s'essouffle. Avec une capacité de production limitée, des champs gaziers vieillissants nécessitant des investissements massifs et une instabilité politique qui rend toute planification à long terme hasardeuse, Alger ne pouvait être qu'un pansement, pas une solution durable. L'Europe avait besoin d'un nouveau paradigme. C'est là que le Maroc intervient. Discrètement, mais avec une détermination de fer, le Royaume a passé les 15 dernières années à construire ce qui est en train de devenir la réponse aux prières de l'Europe. Il ne s'agit pas de gaz, mais d'électrons verts et de molécules propres. Le Maroc a misé sur ses atouts naturels, plus de 3000 heures d'ensoleillement par an et des corridors de vent parmi les plus constants au monde, notamment le long de sa côte atlantique. Le résultat ? Des projets d'une échelle colossale. Les complexes solaires, comme Nord ou Ouarzazate, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Des parcs éoliens géants, comme celui de Tarfaya, exploitent les alizés de l'Atlantique. Surtout, le Maroc bénéficie de facteurs de charge exceptionnels. Ces parcs solaires et éoliens peuvent donc produire de l'électricité de manière beaucoup plus constante que leurs équivalents en Allemagne ou au Royaume-Uni, où le ciel est souvent couvert et le vent intermittent. Cette fiabilité est la clé, mais produire de l'électricité verte est une chose. La livrer à des milliers de kilomètres en est une autre. C'est là que la stratégie marocaine devient brillante, une carte pleine de câbles. Le Maroc est déjà connecté à l'Europe. 2 interconnexions électriques, sous le détroit de Gibraltar, le relient au réseau espagnol, avec une capacité de 1,4 gigawatts. Une 3e ligne est déjà prévue pour doubler cette capacité. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Regardez le projet X-Links XLCC. Ce n'est pas une simple ligne électrique, c'est une ligne de vie. 4 câbles à courant continu haute tension, HVDC, de 3800 km, les plus longs du monde, qui relieront directement le soleil du désert marocain et le vent de sa côte atlantique au réseau britannique. Le projet vise à fournir 3,6 gigawatts d'électricité, propre et prévisible, soit près de 8% des besoins du Royaume-Uni, 20 heures par jour. C'est de l'énergie de base, pas intermittente. Soudain, le Maroc détient l'interrupteur marche-arrêt pour des électrons verts flexibles dans le réseau européen. Lorsque la demande atteint son pic en Espagne, au Portugal ou même en France par extension, Rabat peut augmenter ou réduire ses exportations en temps réel. C'est un levier qui se mesure en mégawatts, une capacité à stabiliser le réseau européen que peu de pays peuvent offrir. Mais le véritable tournant, le changement de jeu qui propulse le Maroc au centre de la stratégie énergétique européenne, c'est l'hydrogène vert. Si les câbles exportent des électrons, l'hydrogène permet d'exporter de l'énergie sous forme de molécules. Le principe est simple, utiliser l'électricité renouvelable quasi illimitée du Maroc pour scinder des molécules d'eau par électrolyse, produisant de l'hydrogène sans aucune émission de carbone. Pour cela, le Maroc a déployé son « Offre Maroc », mettant à disposition 1 million d'hectares de terres, principalement côtières, pour les investisseurs. L'équation est parfaite, du soleil, du vent, des terres disponibles et un accès à l'eau de mer pour la désalinisation, un processus énergivore mais rendu viable par le faible coût de l'électricité renouvelable. Cet hydrogène peut ensuite être transformé en ammoniac vert, un vecteur plus facile à stocker et à transporter. Depuis les ports en eau profonde de Jorf-Lasfar ou du futur Dakhla Atlantique, des méthaniers peuvent acheminer ces molécules propres vers l'Europe en quelques jours seulement. La proximité géographique, qui était un avantage pour les câbles, devient un atout logistique majeur pour les molécules. Et l'Europe, affamée d'énergie propre, a pris note. Dans le cadre de son plan REPowerEU,
Bruxelles cherche désespérément à diversifier ses approvisionnements. L'Allemagne, championne de l'industrie lourde, a déjà signé des protocoles d'accord pour sécuriser de futurs volumes d'hydrogène et d'ammoniac marocain. L'Italie, cherchant à devenir un hub énergétique pour le sud de l'Europe, explore des routes de pipelines et de transports maritimes. Ce sont des accords directs, pragmatiques, où la sécurité énergétique prime sur tout le reste. La diplomatie suit, elle ne mène plus. Mis bout à bout, la stratégie est claire, et son impact, immense. Le Maroc passe du statut de simple fournisseur à celui de partenaire stratégique indispensable, avec des câbles qui peuvent compenser les jours sans vent en mer du Nord, et avec de l'hydrogène vert qui peut décarboner des industries européennes difficiles à électrifier, l'acier, les engrais, la chimie, le transport lourd. Rabat gagne un pouvoir de négociation qui va bien au-delà des kilowatts. Ce pouvoir s'exerce sur l'accès commercial, sur les conditions d'investissement, et inévitablement sur les dossiers politiques et régionaux qui lui tiennent à cœur. Lorsque vous contrôlez une part significative de l'énergie qui alimente une économie, votre voix porte plus loin dans les couloirs de Bruxelles. L'énergie devient la carte maîtresse, celle qui force l'écoute et le compromis. Ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est de l'infrastructure. Des lignes sous-marines que l'on peut tracer sur une carte. Des ports qui peuvent charger de l'ammoniac. Des gigawatts de vent à Dakhla et de soleil à travers l'intérieur du pays, synchronisés avec les pics de demande matinaux et vespéraux de l'Europe. Bien sûr, des défis subsistent. La fabrication des câbles, le financement de projets de plusieurs milliards de dollars, l'impact environnemental de la désalinisation. Mais la direction est claire. L'Europe a un besoin existentiel d'énergie propre, fiable et abordable pour maintenir son niveau de vie et sa compétitivité industrielle. Le Maroc est l'un des rares pays au monde à pouvoir la fournir à l'échelle requise, avec la rapidité nécessaire. Dans le nouvel ordre énergétique mondial, le pays qui maintient les lumières et les usines allumées ne se contente pas de vendre de l'énergie. Il fixe les conditions. C'est ainsi, projet par projet, câble par câble, molécule par molécule, que le Maroc est en train de remodeler, en silence, l'avenir énergétique et stratégique de l'Europe.